Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur deux décrets du chef de l'État. Décret D 2017-099 PRG SGG portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence guinéenne d'électrification rurale, l'AGER. Un décret dont nous vous lisons quelques articles. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Il est créé en République de Guinée un établissement public à caractère administratif dénommé Agence guinéenne d'électrification rurale, en abrégé AGER. Il est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l'énergie et sous la tutelle financière du ministère en charge de l'économie et des finances. Article 2. L'AGER est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs EPA. Article 3. Le siège social de l'AGER est fixé à Conakry. Il peut être transféré à l'intérieur du pays sur proposition du conseil d'administration et avis favorable des autorités de tutelle. L'AGER peut avoir des représentations à l'intérieur du pays. Article 4. Le domaine d'action de l'AGER est l'électrification rurale regroupant toutes les activités de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique concourant à satisfaire les besoins énergétiques des communautés rurales et périurbaines. L'électrification rurale concerne tous les villages, toutes les agglomérations non desservies par le concessionnaire principal EDG et l'ensemble des centres autonomes dont la puissance nette installée est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exclusion de tous les chefs-lieux des préfectures et de toutes les installations d'autoproduction. Article 5. L'AGER a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'électrification rurale. Article 38. Le taux de prélèvement sur kilowattheure vendu et son mode de réactualisation sont définis par l'arrêté conjoint du ministère en charge de l'énergie et du ministère en charge des finances. Article 39. Le ministère en charge de l'énergie et le ministère en charge du budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la loi de finances rectificative de 2017 de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'AGER. Article 40. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 9 mai 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2017-100 PRG SGG portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi du contrat de performance État EDG. Un de notre décret dont nous vous lisons quelques articles. Le président de la République a vu la Constitution. Décrète, article 1er. Il est créé sous l'autorité des ministres en charge de l'énergie et de l'hydraulique et de l'économie et des finances, un comité de suivi du contrat de performance État-EDG dont la mission est de s'assurer la bonne exécution du dit contrat. À ce titre, il est particulièrement chargé de réviser et d'actualiser les objectifs de performance sur proposition de l'auditeur des contrats, de s'efforcer à régler dans le cadre d'une concertation régulière ainsi que d'une procédure amiable toute difficulté qui viendrait à surgir du fait de problèmes de toute nature, techniques, juridiques, administratifs et comptables, économiques et financiers rencontrés par l'une ou l'autre partie et par les deux parties dans le cadre de l'exécution du contrat de performance.
Article 2. Le comité de suivi est composé comme suit. 2 représentants de la présidence de la République, un représentant de la primature, 2 représentants du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, un représentant du ministère de l'Économie et des Finances, un représentant du ministère du Plan et de la Coopération internationale, un représentant du ministre du Budget, un représentant de l'administration et contrôle des grands projets et marchés publics, l'administration générale DDG, un cadre dirigeant et DDG désigné par l'administrateur général. L'auditeur des contrats y participe en tant qu'expert. Article 3. Le comité de suivi se réunit aussi souvent que l'intérêt l'exige et au moins une fois par trimestre. Article 5. Les dépenses liées au fonctionnement du comité de suivi du contrat de performance État-EDG sont à la charge de EDG. Article 6. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 9 mai 2017, signé professeur Alpha Condé. Justement, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a lancé ce mardi à Conakry la 5e édition du symposium Mini-Guinée. Plus de 500 délégués venus des 38 pays participent à cette rencontre. Durant 3 jours, les spécialistes du secteur minier échangeront sur des questions liées à l'amélioration du cadre d'investissement, de la transparence et des moyens d'attirer les investisseurs. Ibrahima Keita, reportage. Ils sont experts, chercheurs, professionnels de plusieurs spécialités venant de toute la chaîne de valeur de l'industrie minière à prendre part à la 5e édition du symposium Mini-Guinée. 500 délégués d'une trentaine de pays viennent ainsi réfléchir sur le thème « Secteur minier, levier de transformation de l'économie nationale au profit de tous les acteurs ». Du cadre d'investissement en passant par les réformes engagées pour l'investissement, le financement, la mutualisation des infrastructures connexes, les infrastructures géologiques, l'industrie de la bauxite, les enjeux et défis de transformation jusqu'à la diversification de la production, l'environnement ou encore le partage des bénéfices de l'investissement minier sont des thématiques qui seront épluchées durant 3 jours par les participants. Il s'agit ainsi pour le gouvernement guinéen de renforcer sa politique de promotion du secteur minier afin d'attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur. Aujourd'hui, le secteur minier est, avec le secteur agricole, un des secteurs porteurs de croissance en République de Guinée. Pour que chaque acteur puisse en tirer pleinement profit, l'adoption ou la poursuite de la mise en œuvre de certaines mesures s'avère indispensable. Ces mesures concernent notamment la sécurisation des investissements miniers à travers un dialogue constructif avec les communautés et les partenaires sociaux pour une plus grande acceptation locale des activités des sociétés minières. Le respect par les compagnies minières des conventions, du code minier, des réglementations et de l'environnement. Bien sûr, le respect par l'État de ses engagements envers les sociétés minières, mais aussi une fiscalité favorisant l'augmentation des revenus de l'État tout en gardant notre compétitivité par rapport aux autres acteurs et pays miniers. Pour le ministre des Mines et de la Géologie, après 6 ans de silence, cette 5e édition est une opportunité pour tous ceux qui s'intéressent au secteur minier guinéen. Ce symposium est l'occasion pour la Guinée d'attirer des partenaires qui s'inscrivent dans la vision d'un développement minier responsable porté par le chef de l'État. Cette vision, concrétisée par l'initiative du même nom, vise à favoriser la coexistence pacifique entre les différentes parties prenantes, notamment par la préservation de l'environnement, le développement communautaire et la promotion du contenu local. Le développement minier responsable demeure donc au cœur des priorités du gouvernement. Le président de la République, professeur Alpha Condé, lui, a invité les uns et les autres à apporter de nouvelles touches pour un secteur minier fort au service du bien-être des populations. Notre vision est de faire de la Guinée un pays émergent à travers une croissance économique accélérée, diversifiée et inclusive. Pour ce faire, nous avons réformé le cadre macroéconomique et assaini la gestion des finances publiques, ce qui nous a permis d'atteindre le PPT, le point d'achèvement.
Aussi, des progrès notables ont été réalisés dans la réforme des forces de défense et de sécurité, créant un environnement plus sûr pour les investisseurs. Des réformes ont été également engagées dans des autres secteurs de l'économie pour permettre d'accroître le niveau d'investissement dans l'agriculture, les télécommunications, le tourisme, les mines, à travers des outils de production et des infrastructures. Dans le secteur minier, notre objectif est de faire de notre potentiel un moyen de transformation de notre économie au profit des autres secteurs économiques et des secteurs sociaux et des infrastructures. Nous avons mené plusieurs réformes à cet effet. Il s'agit en particulier de l'adoption d'un code minier conformément aux bonnes pratiques actuelles, l'assainissement et la modernisation du cadastre minier. Il fait remarquer que nous avons récupéré plus de 800 permis. Nous avons des gens qui prenaient des permis. Ils ont le droit de garder le permis 2 ans, de renouveler une fois. On a constaté que 10 ans après, ils ne savaient même pas où se trouvait la mine. Pendant ce temps, ces permis leur permettaient de jouer en bourse, ce qui nous a permis de récupérer 800 permis. Et aussi en Guinée, lorsque vous avez un permis par corruption, le code prévoit que ce permis soit annulé. Ce que nous avons fait pour Simandou 1 et 2, même si ça nous a coûté très cher dans la bataille, mais nous avons pu récupérer Simandou 1 et 2 parce que ça avait été attribué par corruption. La création d'un guichet unique pour les permis et autorisations, l'amélioration de la transparence, notamment par l'obtention et le maintien de la conformité à l'initiative pour la transparence des industries exécutives. Même si ces réformes ont permis une mutation profonde du secteur et autres, les investissements sans précédent de tous horizons d'importants défis restent encore à relever. C'est d'abord l'amélioration des infrastructures géologiques et physiques, ainsi que des capacités supportant le développement du secteur minier. Une intégration effective des exploitations minières dans les localités concernées par une meilleure prise en charge des enjeux environnementaux et sociaux afin de compenser l'impact du secteur et un accroissement des bénéfices. J'ai fait donc de la mise en œuvre des recommandations pertinentes de l'initiative pour le développement minier et responsable une priorité de mon gouvernement. J'invite tous les acteurs à promouvoir le dialogue pour réussir ce développement dans le cadre apaisé et inclusif. Nous pouvons dire que dans ce domaine, il y a encore des insuffisances, tant dans la préservation de l'environnement que dans le contenu local. Avant de voyager, j'avais dit au Conseil des ministres qu'il n'est pas normal que Winning continue à faire rouler des camions avec beaucoup de poussière et que cela n'est pas normal parce que c'est contraire au principe de bonne gouvernance qui est la protection de l'environnement. C'est la même chose pour les camions de GAC. En attendant qu'ils fassent la contournante, ils ne devaient pas traverser la ville, passe à partir de 23 heures. Et on voit ce que ça nous a coûté à Bouquet. Donc nous demandons à tous ceux qui travaillent avec nous de respecter le code, de respecter l'environnement et de respecter le contenu local. J'ai rencontré Winning tout à l'heure pour leur montrer comment ils ne respectent pas le contenu local. Parce que nous ne pouvons pas accepter que les gens prennent des engagements et que ces engagements ne soient pas respectés. Mesdames, messieurs et chers investisseurs, la Guinée est aussi un scandale agricole et touristique, avec des besoins immenses en infrastructures hydroélectriques et de transport. L'environnement n'est pas parfait, mais vous trouverez ici un pays en constant progrès depuis plusieurs années, un pays ouvert à l'investissement privé dans divers domaines, présentant autant d'opportunités pour permettre à vos entreprises de grandir et de consolider sur un continent qui dispose du plus important potentiel de croissance au monde. Mais la Guinée aussi est le château d'eau de l'Afrique. Nous avons une potentialité en énergie hydraulique de 6 000 MW, sans compter l'énergie solaire et autres. Donc nous ne sommes pas seulement que la Guinée soit fournisseur de matières premières, nous voulons qu'une bonne partie de ces matières premières soient transformées sur place. Il faut nécessairement construire une usine d'aluminium. Nous félicitons Russal qui va reprendre l'année prochaine son usine dans les mines de Fria et nous souhaitons que tous ceux qui exploitent la bauxite en Guinée, à partir d'un certain tonnage, ils seront obligés de créer une usine d'aluminium. On ne peut pas accepter que nous soyons seulement fournisseurs de bauxite, ce qui n'a pas de plus-value. Je souhaite que les débats et les contacts que vous aurez vous permettent de mieux comprendre les véritables réalités du pays et de l'industrie minière.
Je suis convaincu que vous aurez une meilleure compréhension de la dynamique positive et continue en cours en Guinée. Mesdames, Messieurs, pour toutes ces raisons, je vous invite à de profondes réflexions dont les résultats contribueront, j'en suis sûr, à un développement harmonieux et responsable du secteur minier guinéen au profit de tous les acteurs. À nos hôtes venus du monde entier, pour réfléchir et échanger avec nous leur expérience et leurs meilleures pratiques sur toutes ces questions, j'adresse toute la gratitude du peuple de Guinée et vous remercie pour les contributions que vous apporterez pour le succès du symposium, en espérant que vous ne serez pas diplomate et qu'il n'y aura pas de langue de bois, et que vous nous aiderez à mettre les doigts sur toutes les insuffisances que nous avons dans le secteur minier, parce que nous en avons beaucoup. Si vous venez pour nous faire des fleurs, pour nous caresser, vous ne nous aiderez pas. Donc j'espère que chacun de vous dira clairement ce qui constate comme insuffisance ou ce qui ne va pas en Guinée. C'est ce qui peut nous permettre d'avancer. Ce que nous avons déjà acquis est un acquis. Ce qui peut nous permettre d'avancer, c'est ce qu'on n'a pas encore acquis. Donc je souhaite que ça soit un dialogue franc et sincère qui peut nous permettre à la sortie ici, non seulement d'identifier les insuffisances de l'État, mais de pouvoir les corriger. Pour tous ces atouts, je dis à ceux qui souhaitent investir dans le secteur minier et au-delà que la Guinée vous accueillera les bras ouverts. Tous les investisseurs crédibles, porteurs de projets et d'intérêts communs sont des bienvenus. Nous n'avons pas de partenariat privilégié, nous voulons travailler avec tout le monde. Nous souhaitons donc que tous les investisseurs qui souhaitent venir viennent. La Guinée n'a pas seulement la bauxite, le fer, l'or et le diamant. Nous avons beaucoup d'autres matières premières comme le cuivre, platine, l'uranium, etc. Donc nous invitons un certain nombre de nos partenaires à travailler avec nous pour faire la géophysique afin que ces autres minéraux aussi puissent être exploités. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du symposium Mine Guinée 2017. Déjà, les récentes réformes ont permis d'accentuer la transparence avec à la clé l'amélioration du cadre d'investissement dans le secteur minier en Guinée qui a enregistré plus de 2,4 milliards de dollars d'investissement en 2016 pour le seul sous-secteur de la bauxite. Pour cette 5e édition, une centaine de stands étaient là pour mettre en valeur les domaines d'intervention des partenaires dans le secteur minier. Le président de la République, professeur Alpha Condé, avant de quitter, a visité quelques-uns. Evan Maketa, il faut préciser que c'est le plus grand symposium sur les mines en Afrique de l'Ouest. La rencontre de Conakry regroupe les spécialistes et les partenaires du secteur pour 3 jours. Elle est organisée par le ministère des Mines en partenariat avec Amutrac. Audience au palais Sékou-Touré. Le président de la République a reçu hier le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Les échanges ont porté sur la coordination des efforts dans la lutte contre les maladies en Afrique. Suivez le compte-rendu de Mohamed Amin Souma. Chaude accolade et ambiance de retrouvailles très amicales. Le président Alpha Condé et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, s'engagent à coordonner les efforts dans la lutte contre les maladies en Afrique. Le sida en particulier, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où le taux de transmission du sida de la mère à l'enfant reste encore très élevé selon les spécialistes. D'où la mise en œuvre d'une initiative du président Alpha Condé de déployer 2 millions d'agents de santé communautaire en Afrique. C'est toujours très intéressant de rencontrer le président de la République, mon grand frère Alpha Condé. Et ce qu'on voulait surtout partager avec lui, c'est les progrès au niveau de la lutte contre les maladies en général en Afrique. Et pourquoi il était tellement important aujourd'hui de porter une nouvelle initiative de 2 millions d'agents de santé communautaire, une initiative qui permettrait justement au niveau continental de créer de l'emploi pour nos jeunes, renforcer notre système de santé et faire en sorte qu'on puisse aussi traiter des questions de migration d'une autre façon. Donc c'était vraiment une discussion très intéressante. Le président nous a dit clairement qu'on ne peut pas contrôler les maladies au niveau périphérique si on n'a pas une interface très forte avec les populations. Donc cette initiative de création de 2 millions d'agents de santé communautaire est une initiative qui est bienvenue
soutenu et il voudrait porter cette initiative-là au niveau de l'Union africaine. Deuxième chose, nous avons discuté bien sûr du fait que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale restent un peu à la marge de nos progrès. Quand on voit par exemple l'Afrique australe dans la lutte contre le sida, la plupart des pays qui nous faisaient tellement peur aujourd'hui sont en train d'éliminer la transmission de la mère à l'enfant. Ce sont des pays qui ont plus de 80% de couverture, alors qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on a 3 personnes sur 4 qui n'ont pas accès au traitement. Alors, on voudrait utiliser, bien sûr, encore une fois, la présidence du président de la République de la Guinée, la présidence, bien sûr, de l'Union africaine, pour pousser cet agenda pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et on a parlé aussi de comment mieux coordonner les efforts de la lutte contre les maladies, comment faire en sorte qu'on ait une architecture institutionnelle qui pourrait permettre de mieux gérer les ressources tout en faisant en sorte qu'il y ait moins de duplication. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et son équipe ont affirmé qu'ils apprécient hautement tous les efforts du président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, pour le progrès du continent. En santé toujours, une cinquantaine d'experts de l'Union africaine étaient à Conakry pour une réunion du comité consultatif. Il a été question d'examiner des stratégies de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida en Afrique. La rencontre était organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec le laboratoire du sida. Des précisions de Adiatou Bari. En Afrique, le paludisme, la tuberculose et le sida touchent près de 60% de personnes. Le continent enregistre le taux de prévalence le plus élevé de ces pathologies, même si des progrès sont enregistrés par endroits. Nous espérons que l'essentiel de ce qu'ils vont faire va porter sur l'adaptation du plan stratégique de la lutte contre ces 3 maladies aux objectifs de développement durable. Et à côté de ça, définir des stratégies sur les financements nationaux de la lutte contre ces différentes maladies. C'est-à-dire, indépendamment des partenaires techniques et financiers, qu'est-ce que les gouvernements eux-mêmes mettent sur la table dans le cadre de la lutte contre ces maladies. Cette session statutaire de Conakry se veut plus concrète. La création de 2 millions d'emplois pour le continent est l'une des priorités de la rencontre. Les recrues seront essentiellement composées d'agents de santé communautaires. Une stratégie à base communautaire pour accélérer l'éradication du paludisme, la tuberculose et le sida. Aujourd'hui, le défi, c'est d'avoir des agents de santé communautaire qui peuvent aller vers la périphérie. Le défi, c'est de créer ces 2 millions d'agents de santé communautaire. Le défi, c'est qu'il y ait un financement qui puisse accompagner ce processus pour qu'on finisse avec ces 3 épidémies. Au terme de 2 jours de travaux, ces 50 experts de l'Union africaine pour la lutte contre ces 3 maladies ont élaboré de nouvelles stratégies. L'accès à des médicaments abordables et de bonne qualité, en mettant un accent particulier sur les progrès en matière d'accès aux médicaments et d'harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique. Ces différentes propositions vont être examinées en juillet prochain à Addis Abeba par les chefs d'État et de gouvernement. Leur application devrait permettre d'éliminer définitivement le paludisme, de réduire considérablement le nombre de décès dus à la tuberculose à 75% et de mettre 90% des séropositifs du continent sous traitement antirétroviral avant 2030. Dans l'actualité encore, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité se concerte avec les responsables impliqués dans les opérations d'assainissement de la capitale. Objectif informer et expliquer aux acteurs les nouvelles dispositions prises pour débarrasser Conakry des ordures. Omelamine Kamara. À peine les premières pluies sur Conakry, la ville fait face aux immondices. Le long de certains axes routiers, certains citoyens se débarrassent de leurs charges nauséabondes dans les bacs à fleurs. Les fossés de 2 mètres pour les eaux usées sont bouchés en partie. Il y a un problème de civisme. Les gens qui viennent verser, même si tu les parles, ils vont t'insulter. Ils vont te dire que ce n'est pas devant ta porte. Ou bien il faut les prendre, tu les envoies là où tu veux. C'est ça le problème. Face à l'urgence, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique confère avec les acteurs impliqués dans les opérations d'assainissement. Cette nouvelle structure présente son plan d'action.
Le souci est de débarrasser Conakry de ses immondices. Conakry produit 1000 tonnes de déchets par jour. Et le président de la République, le professeur Alpha Condé, nous a doté d'équipements qui aujourd'hui permettent à l'agence de transférer les 1000 tonnes jour que Conakry produit continuellement. Nous avons envisagé des mesures qui vont être assez importantes pour l'assainissement de la ville de Conakry. Par rapport à ces dispositions, une commission va être mise en place pour essayer de faire l'état des lieux au niveau des communes, au niveau des quartiers, avec l'implication effective des autorités du gouvernorat, pour que nous définissions une ligne de conduite qu'on va suivre. Le renforcement des capacités opérationnelles des petites et moyennes entreprises de collecte d'ordures existantes, la création de nouvelles structures, la dotation des collectivités de Conakry d'équipements et la sensibilisation des citoyens sur des comportements civiques sont entre autres stratégies que l'agence et le département de tutelle entendent mettre en place. Il faudrait donc absolument la propreté commence d'abord chez chacun de nous, dans nos cases, dans nos maisons, dans nos cours, et ensuite dans nos districts, dans nos quartiers. Et finalement, ça couvre la commune, ça couvre la ville. Si cela n'est pas, il n'y a pas d'assainissement. J'en appelle au sens civique des uns et des autres, de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens, pour que nous fassions de l'assainissement la préoccupation individuelle et collective de tous les citoyens. À l'issue de cette rencontre, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique va élargir son plan d'action aux autres villes du pays. L'autre image de l'actualité nationale, la route de Dubrika, fait de nouvelles victimes. Ce mardi, un camion a percuté un véhicule de transport à Kaybelen Village. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et des blessés graves. La situation est préoccupante. Voici le reportage de Abdoulaye Diallo. Dubrika est de nouveau endeuillé par un accident de la circulation. Cet après-midi, ce véhicule de transport en commun est percuté par un camion qui a perdu le contrôle. Un bilan de 3 morts et 4 blessés graves. Parmi les blessés transportés à l'hôpital préfectoral de Dubrika, 2 élèves. C'est un accident de circulation qui a été produit au niveau du pont de Kaybelen Village, après la station. Alors que le pays est encore sous le choc de la tragédie de Yorokogia, ce deuxième cas d'accident enregistré en 3 jours dans la commune urbaine de Dubrika a provoqué la colère des populations. Le camion est brûlé et des barricades sont érigées à l'entrée du centre-ville. Les manifestants réclament plus de responsabilités des conducteurs, particulièrement ceux des poids lourds. Et ceux qui ont trouvé la mort aujourd'hui, ce sont nos amis. On est mal maintenant de ces faits-là, quoi. Donc nous voulons que ça soit arrêté. Ce dernier cas d'accident porte à 29 le nombre de personnes qui ont trouvé la mort sur la route de Dubrika. Une réalité qui relance le débat sur la problématique du contrôle technique des véhicules et le respect des codes de la route par les usagers. Et puis, en plus bref, 28 morts et plusieurs blessés. Le bilan de l'accident de Yoropogia s'alourdit. Le syndicat des transporteurs se dit profondément choqué. Il compte prendre des mesures draconiennes pour sauver des vies humaines. Il invite les autorités à renforcer le contrôle au niveau des barrages. Ouverture ce mardi à Conakry de la conférence épiscopale de Guinée. Les évêques des diocèses de Kankan, Zirikouré et de l'archevêque métropolitain de Conakry sont autour de la table pour passer en revue la situation de l'Église et la formation de la jeunesse. Valérie Manet suit la rencontre. Une réunion pour établir le bilan des activités de l'Église de Guinée. Les évêques des 3 diocèses, en compagnie du représentant du pape en Guinée, passent en revue l'ensemble des aspects de l'Église catholique et réfléchissent sur la situation du pays. Les travaux seront essentiellement axés sur l'amélioration de la vie de l'Église. Nous sommes réunis surtout pour voir comment l'Église fonctionne par rapport au laïcat, par rapport au mouvement et associations. Parce qu'en Guinée, nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a près de 50% de jeunes, 70% de jeunes, et donc il faut les accompagner. Accompagnés par les mouvements, par les chefs religieux, par nous-mêmes, pour qu'ils se sentent soutenus dans leur foi et dans leur activité. Pour sa première participation à ces travaux, le nouvel évêque de Kankan affiche sa satisfaction d'être au milieu de cette élite épiscopale. Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment la construction de cette église de Dieu qui est en Guinée.
Cette conférence va aider à consolider l'éducation chrétienne, un aspect qui manque souvent dans l'éducation des enfants. Les conclusions des travaux de cette assemblée sont attendues dans les paroisses du pays. Dans le même registre, certaines sommités de l'islam en Guinée et dans la sous-région se sont retrouvées la semaine dernière dans le district de Katogouma, c'est à Boké. C'était à l'occasion de la 20e FIDAO de la dite localité. 3 jours de retrouvailles auront permis aux musulmans de faire des prières pour le pays et de se recueillir sur les tombes des différents walious de Katogouma. Abdou Karim Kamara était de la partie. Voici son reportage. Katogouma, l'un des points d'ancrage de l'islam dans la préfecture de Boké. Le mausolée du village incarne cet esprit. Dans le sanctuaire reposent les différents walious qui se sont succédés. Le premier de ces érudits est Mohamed Lamine Bayo, affectueusement appelé Mfadiabi. L'homme aurait tout donné pour la prospérité de l'islam à Katogouma. Il a été l'un des timoniers de l'installation de la religion musulmane dans le village là, par l'adaptation ou par sa disponibilité qu'il a eue pour l'adoration de Dieu. Et c'est dans ces élans-là que Dieu l'a reproché, il l'a rapproché et il a été reconnu et il a eu le titre de calife, pour ne pas dire le savant. 84 ans après la mort du waliou, son ombre plane encore sur le village. D'où la tenue d'un fidao chaque année au cours du mois de bénédiction du calendrier lunaire. Descendant du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les shérifs Haïdara de plusieurs pays d'Afrique sont venus à la 20e édition de cette cérémonie d'invocation. Parce que le vieux qui est dormi ici, Cheikh Mohamed Lamine, c'est un grand homme. Il a beaucoup travaillé pour Allah et tous ses fils travaillent beaucoup aussi pour Allah. Pour les fils de Katogouma, l'esprit des walious est préservé. Ma grand-mère paternelle est originaire de Katogouma. C'est un village de sainteté. C'est le creuset vraiment d'une forte culture islamique. Et depuis des décennies et des siècles maintenant, se perpétue une tradition de walious. C'est extrêmement important de pouvoir profiter de leur sagesse, de leur savoir et de leur bénédiction. Ceux qui sont les ancêtres qui ont fondé dans cette ville-là, ils sont luttés pour l'islam. Ils sont des prières authentiques. Une fois que tu arrives, tu vois les parents, vous faites les prières ensemble. Quand vous partez, vraiment Dieu va vous soulager. Selon l'histoire, Mfadiabi s'est installé à Katogouma il y a près de 2 siècles sur recommandation de son maître. Aujourd'hui, le FIDAO permet aux ressortissants de parler de développement du village, de la paix et de la cohésion sociale. Et puis l'ambassadeur de Guinée aux États-Unis, son Excellence Mamadi Condé, vient de rencontrer une ONG guinéenne. Il a été question de renforcement de la coopération de Washington. Voici la correspondance de Arsène Ben Bangoura. Au cours des échanges avec les officiels de l'ambassade, les responsables de l'ONG ont relevé de nombreuses difficultés, mais ils se sont félicités de quelques progrès réalisés après plusieurs mois d'activité sur le terrain. Entre autres, l'ouverture à Conakry d'un centre de formation pour la police. Il y a environ 600 policiers qui sont en train de faire son formation dans l'école. Ça, c'est la première chose, c'est la professionnalisation de la police à Conakry. Deuxième chose, on a introduit le concept de la police de proximité. La police travaille directement avec les chefs de quartier. Le chef de quartier travaille avec des femmes, avec des jeunes qui aussi travaillent avec la police. Donc, on a créé des lignes entre les deux côtés. Estimant que la sécurité est une question essentielle pour la stabilité d'un pays, l'ambassadeur Condé a souhaité le maintien et l'élargissement du programme de partenaire global à toutes les localités du pays. Le programme, il a été, je crois, sur 2 ans. Il va finir en juin. Et justement, il faudrait qu'on conjugue les moyens pour voir comment le programme peut être prorogé et élargi également à d'autres régions, pourquoi pas. Et surtout, chercher une adéquation entre la formation académique au niveau, justement, des policiers et aussi l'équipement. Partenaire global est préoccupé par la création d'une police citoyenne susceptible de garantir la protection des droits de l'homme et la construction d'un état de droit.
Le stade du 28 septembre change progressivement de visage, je vous le disais en titre. Les travaux de rénovation exécutés par le groupe Guico-Presse sont presque achevés. Le ministre des Sports a visité le chantier Yara Diallo sur les pas du ministre. Regardez. Le stade du 28 septembre de Conakry fait peau neuve. Entamé depuis 2016, les travaux de rénovation avancent à la satisfaction des sportifs. Aujourd'hui, plus de 750 chaises et des tunnels sont désormais installés. Venir travailler au stade du 28 septembre, pour moi, c'est comme si j'étais en train de travailler dans ma propre maison. Et vous rappelez aussi que le professeur Alpha Condé a financé les gazons synthétiques pour 12 terrains en Guinée. Nous avons fait sortir une mission technique qui est en train de faire un cahier de charge pour permettre à ces 12 stades d'avoir le gazon synthétique. Donc c'est un sentiment de fierté pour moi aujourd'hui de me retrouver au stade du 28 septembre après ces quelques petits travaux réalisés par ma société. Avec une capacité d'accueil de plus de 20 000 places, la rénovation de ce temple de football suscite beaucoup d'espoir chez le ministère de tutelle. Le grand souci de la Guinée, c'était d'abord d'avoir un seul stade homologué par les instances fêtières du football, la CAF et la FIFA. Avant le mois de mai, Guico-Presse a mis les bouchées doubles pour qu'au mois de mai, nous ayons un stade au moins homologué. Et le stade du 28 septembre a été homologué. Et aujourd'hui, la Guinée est fière, le ministère est fier, le gouvernement est fier d'avoir ces joyaux, en tout cas ces bijoux devant vous, et qui puissent porter la performance footballistique de notre pays au niveau escompté par nous tous. Au-delà des travaux déjà entrepris, la société Guico-Presse s'engage à offrir les points de corner, des équipements d'entretien de la pelouse, des filets, mais aussi l'aménagement dans un bref délai des cabines de reportage. Un dernier virage de cette édition. Le Festival international de la mode se tient au stade du 28 septembre à Conakry. L'événement mobilise les jeunes mannequins et stylistes guinéens. L'action vise à valoriser le textile guinéen. Le point avec Alpha Isiagaba et Oumou Touré. Cet événement mobilise des jeunes mannequins et grands stylistes de la place à travers cette prestation. Tous venus de différentes maisons de mode du textile guinéen. La rencontre culturelle permettra de ressortir les valeurs artistiques locales à travers des défilés. L'objectif de cet événement culturel est de valoriser le textile guinéen. J'ai fait un constat très alarmant. J'ai vu qu'on rencontre toujours les mêmes personnes à l'extérieur et en Guinée. Et le combat est qu'il faut aider les jeunes, il faut les soutenir, il faut pousser les jeunes à innover et à pouvoir entreprendre dans la mode. Ce festival permettra aussi à tous les acteurs de la mode et du textile guinéen de vendre leurs produits. Je suis très contente de participer à cet événement parce que là, ça m'a permis de connaître mes capacités. 4e édition du JAR, l'organisateur de cette rencontre culturelle s'engage à détecter les compétences des jeunes stylistes, ceux pour la valorisation de la culture guinéenne et faire d'elle une référence dans la sous-région. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.